Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de comment se connecter à un site web avec une clé USB. Donc je suis Vincent Cassé, je travaille chez OVH, vous avez mon compte Twitter si vous avez des questions, si vous ne voulez pas poser de questions à la fin, vous voulez les poser en aparté, n'hésitez pas à me contacter sur Twitter. Et je vais vous parler de l'authentification avec de l'USB, avec un projet un petit peu personnel. J'ai creusé une technologie qui est en train d'émerger énormément, qui s'appelle l'U2F. Je ne vais pas spoiler plus, mais ça permet de se connecter sur un site web avec une clé USB de ce type-là. On fera une démo à la fin. Je vais surtout vous expliquer comment ça marche. Alors, l'authentification sur Internet. C'est quelque chose qu'on connaît tous, c'est quelque chose, lorsqu'on travaille un tout petit peu sur des sites web et encore plus sur de la sécurité, qu'on regarde très attentivement, c'est un couple de login-mot de passe. Le login, généralement pas très secret, c'est quelque chose qu'on peut partager. Le mot de passe, à surtout pas partager. C'est quelque chose juste de connu. S'il y en a un qui me dit qu'il ne connaissait pas ça dans la salle, je vais juste pas le croire. C'est super pratique parce que c'est super simple. La notion de mot de passe, ça parle à tout le monde. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut se connecter à Facebook, même s'il n'est pas technique à la base, il va comprendre le principe de login mot de passe. C'est un identifiant qui rend son compte unique et qui permet que à lui d'y accéder. Mais en fait, le mot de passe, c'est quoi? C'est une chaîne de caractères. Ça veut dire que si quelqu'un d'autre connaît la même chaîne de caractères, cette autre personne peut se connecter sur le même compte. Il faut aussi connaître le login. Mais si une autre personne arrive à la connaître, il peut se connecter. Et du principe même d'Internet, si cette personne est quelqu'un qui se trouve en Chine, en Corée du Sud, peut-être en Corée du Nord, mais ils n'ont vraiment pas beaucoup Internet, aux États-Unis, au Brésil, il peut tenter de se connecter. Et vu que c'est une chaîne de caractères, c'est aussi assez facilement prévisible. C'est une faible entropie, parce que la plupart des gens ne vont pas auto-générer un mot de passe. Il ne faut pas croire que, même si je pense qu'il y a beaucoup de gens dans la salle qui vont aller auto-générer leur mot de passe, que tout le monde le fait. Les mots de passe les plus utilisés, encore aujourd'hui en 2017, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou password. Vous testez ça, vous avez à peu près une chance sur 10 que ça fonctionne. C'est bête, mais c'est juste tout à fait devinable. Sans compter que derrière, il y a beaucoup de gens qui mettent le nom de leurs enfants, leur date de naissance. Bon, bah, si vous faites un peu de social engineering, vous allez assez facilement avoir ce genre d'informations. Un peu de social engineering, c'est regarder sur Facebook, globalement, quelle est la tête de la famille, et vous saurez à peu près les mots de passe. Vous faites un peu de brute force et c'est facile à deviner. Le truc, c'est comme le brute force peut être fait de n'importe où sur la planète, c'est très facile d'avoir ce genre de choses. Alors, l'une des choses qu'on dit depuis des années, c'est qu'il faut avoir une stratégie de mot de passe. Une stratégie de mot de passe, ça veut dire qu'il ne faut pas utiliser le même mot de passe sur deux sites différents. Parce que s'il y a un des sites qui se fait hacker, bah, le hacker il va avoir le couple de login mot de passe et il va tester sur plein d'autres sites. J'ai un exemple très personnel là-dessus. J'ai ma compagne qui, il y a quelques années, avait mis un mot de passe sur Pizza Hut, je crois. C'était le même mot de passe que son Gmail. Pizza Hut s'est fait trouver. Il y a quelqu'un qui a récupéré l'ensemble des mots de passe. Dans la nuit, il y avait des tentatives de connexion depuis la Chine, alors par un proxy ou un chinois, j'en sais rien, sur son Gmail. C'est bête, hein, mais ça arrive à tout le monde. Ma compagne, c'est pas quelqu'un particulièrement qui cherche à se faire hacker, hein. C'est pas quelqu'un qui est la cible prioritaire des hackers. Pourtant, elle a été ciblée parce que sur le Gmail, il peut y avoir des informations importantes. Ça veut dire qu'il faut un mot de passe par site et un mot de passe différent. Ça veut dire qu'il faut arriver à retenir tous les mots de passe. Alors une des bonnes pratiques, c'est d'utiliser un gestionnaire de mots de passe qui est chiffré, comme KeePass. J'ai tenté de faire passer ma famille là-dessus. Très franchement, ils m'ont dit je comprends rien à l'informatique, moi je vais continuer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors il y a une technique qui est en vogue, c'est les carnets de mots de passe. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Ça c'est une photo prise par un compte Twitter qui disait « Ah mais c'est absolument horrible, il ne faut pas noter ces mots de passe sur papier ». Et là il y a eu un gros débat sur internet, est-ce qu'il faut, est-ce qu'il ne faut pas? Peut-être que pour les gens de ma famille, c'est quand même le bon gestionnaire de mots de passe. Parce qu'à part aller cambrioler la maison, les mots de passe on ne va pas les avoir. Maintenant, c'est pas non plus le truc super efficace, et si vous voulez pas que votre enfant accède à votre compte bancaire, il faut éviter de mettre les mots de passe là-dedans, il faut le mettre sous clé. Bref, plein de questions autour des mots de passe. C'est peut-être pas l'une des solutions les plus pratiques.
Là, je vous parle de mot de passe de Gmail, je vous parle de mot de passe de Pizza Hut, c'est cool. Si demain on parle d'un mot de passe OVH, Amazon, d'un mot de passe d'un compte bancaire, c'est tout de suite beaucoup plus critique. Parce qu'à partir du moment où le hacker va avoir accès à ça, il a accès, dans le cas d'OVH ou d'Amazon, à vos infrastructures, dans le cas de votre compte bancaire, à votre argent, et là tout de suite ça pose des soucis. Imaginez que demain c'est, comment ça s'appelle, servicepublic.fr, donc vos impôts. Quelqu'un, un hacker qui s'amuse à déclarer que vous avez gagné 3 fois plus dans l'année. C'est cool, hein, mais derrière, allez expliquer aux impôts qu'en fait, c'est un hacker qui a récupéré votre compte. Bref, ça pose ce genre de questions. Alors, la question, c'est comment on peut améliorer ça? Et souvent, quand on cherche à améliorer quelque chose sur Internet, moi je me pose la question, comment on faisait avant, dans la vraie vie? Comment on faisait pour prouver son identité? Est-ce que vous avez une idée de manière de prouver son identité sans Internet? La carte d'identité, c'est un truc, c'est une carte d'identité fausse, hein, bien entendu, qui est un peu vieille. La carte d'identité, c'est un moyen de prouver son identité. C'est relier une base de données, un registre d'état civil, c'est un papier, c'est un objet unique qu'on peut présenter pour dire, bah voilà, je suis bien telle personne, là je suis bien Carmen Juliette. C'est ma carte d'identité. Alors bien sûr, il y a des problèmes. On peut se faire voler sa carte d'identité. Il y a des gens qui peuvent faire des usurpations de carte d'identité. Ça existe, ça se détecte. C'est pas l'outil le plus efficace. Vous pouvez pas être sûr à 200% que vous avez bien quelqu'un en face. Mais c'est déjà un bon objet. Et un point intéressant, c'est un objet. Il y a d'autres moyens d'authentifier une personne ou un compte. Est-ce que vous avez une idée? Le numéro de sécurité sociale, ça authentifie, bon j'ai avancé trop vite, ça authentifie, mais c'est pas avec le numéro de sécurité sociale uniquement que vous accédez à un compte. Ça identifie une personne, ça l'authentifie pas. Il y a la carte bancaire. La carte bancaire, c'est un objet qui est relié à un compte bancaire. Si vous n'avez pas cet objet, vous ne pouvez pas sortir d'argent à un distributeur automatique. Mais cet objet, si on vous le vole, il ne sert à rien. Enfin, avant Internet. Hein. Maintenant, vous pouvez acheter sur Internet avec, mais avant Internet, il ne servait à rien. Il fallait aussi un code. C'est pas un code super difficile, hein, c'est 4 caractères. Sauf que si vous n'avez pas ce code-là, vous ne pouvez pas utiliser la carte bancaire. Ça veut dire qu'en fait, vous avez un mot de passe, toujours un mot de passe, et vous avez aussi un objet à côté. C'est-à-dire que si vous n'avez pas la connaissance du mot de passe, et si vous n'avez pas l'objet, vous ne pouvez pas vous authentifier auprès de votre banque. Bon, ok, comment on fait ça sur Internet? Parce que des objets sur Internet, c'est cool, mais c'est un peu difficile. J'ai teasé un peu, hein, il y a des clés USB, mais il y a aussi plein d'autres moyens. Quel est l'objet que quasiment tout le monde possède aujourd'hui en 2017 et en possède un de manière unique? Le téléphone. Et donc en fait, l'un des premiers moyens, ça a été de faire un système de double authentification. On prend le login mot de passe et on rajoute un challenge avec un objet. Et le premier moyen, ça a été un téléphone. Il y a une différence assez importante, c'est qu'on a toujours le login mot de passe, mais il faut aussi sur son compte enregistrer cet objet. Si on n'enregistre pas l'objet, ben on ne va pas pouvoir s'authentifier. C'est-à-dire que ça rajoute une étape supplémentaire. L'enregistrement de compte et l'enregistrement de l'objet qui va avec. On peut imaginer aussi plein de choses. Hein. On peut avoir un ou plusieurs objets reliés à un seul compte. C'est un peu comme si on avait plusieurs cartes bancaires sur le même compte bancaire. Il y a un point super important lorsque vous allez implémenter ça, c'est une aparté juste 2 secondes. C'est un objet. Vous pouvez le perdre, vous pouvez vous le faire voler. Si vous perdez votre carte bancaire, vous ne pouvez plus prélever d'argent. Il y a des procédures pour récupérer une nouvelle carte bancaire. Ça, c'est super important parce que dès que vous allez implémenter de la double authentification, que ce soit du téléphone, de la clé USB derrière, vous allez avoir des gens qui vont perdre leur clé USB ou qui vont mettre leur téléphone dans les toilettes et qui vont plus pouvoir se connecter à leur compte. Et donc il faut prévoir toutes les procédures au cas où. Que ce soit une procédure humaine où la personne contacte le support, voire des procédures de secours où vous pouvez donner des identifiants de secours, ce genre de choses. Il y a plein de moyens de le prévoir, il ne faut juste pas oublier cette partie-là, parce que sinon, dès que vous l'aurez implémenté, quelques heures plus tard, il y aura déjà une première personne qui se sera vautrée. Et puis, au-delà du téléphone oublié, hein, j'ai oublié ma clé USB à la maison, j'ai besoin de me connecter depuis mon hôtel. Ça arrive tous les jours, ça. Donc le premier moyen, c'est le téléphone. Et le premier moyen qui a été implémenté, c'est une validation par SMS.
Vous vous connectez au site, vous avez déjà enregistré votre téléphone, là le site vous dit « Ok, je vous envoie un SMS avec un code unique qui est valide pendant quelques minutes et vous pouvez vous authentifier. » Ça marche super bien, les banques ont même développé ça pour pouvoir autoriser des paiements en ligne. C'est un système de double authentification. Ça a quand même quelques contraintes. Quand vous êtes la plateforme, le site web qui gère cette double authentification, envoyer des SMS, ça coûte de l'argent. C'est-à-dire qu'il faut prévoir le cas du gars un peu malin qui va tenter 10 000 fois de se connecter. Si vous envoyez 10 000 SMS, ça va vous coûter 10 000 fois le prix d'un SMS. Tout de suite, ça va vous coûter de l'argent. Et quand je dis 10 000, vous faites ça dans une boucle infinie et vous arrivez tout de suite à quelques millions. L'autre point, c'est qu'il faut que le réseau SMS fonctionne. Alors, vous allez me dire, le réseau SMS, ça marche plutôt bien. Oui, mais votre gars, il est peut-être dans un endroit où il ne capte pas. Comment il se connecte dans ce cas-là s'il ne capte pas? Il est un peu emmerdé. Il peut avoir Internet, mais pas de SMS. Et puis parfois, le réseau, ça ne marche pas juste sur la partie envoi. Ou même, si vous avez envoyé des milliers de SMS avant, le réseau de SMS peut vous dire « Oula, attendez, vous êtes peut-être fait pirater, 1 million de SMS, on se calme. J'arrête de vous en envoyer. » Ce qui veut dire que vous allez avoir plein de cas où vous aurez vos utilisateurs qui ne pourront pas s'identifier parce qu'ils n'auront pas reçu le SMS. Et là, en termes de frustration, je crois que c'est encore pire. Alors, il y a d'autres moyens avec le téléphone. Il y a un autre protocole qui s'appelle le OTP. Ce n'est pas le protocole que je connais le mieux, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est un protocole où vous avez un secret partagé entre la plateforme et le téléphone. L'application la plus connue qui fait ça, c'est Google Authentificator. En gros, vous partagez un secret. Donc sur le site web, vous prenez en photo un QR code, c'est en réalité une clé publique avec une clé privée avec un secret. Et après, il y a un challenge. La plateforme vous envoie un challenge. Il faut que l'application génère un code à partir de ce challenge et de la clé. Et ce code-là, ensuite, est vérifié du côté de l'application. Si ça fonctionne, parfait, tu peux te connecter. Si ça ne fonctionne pas, bah, tu ne peux pas te connecter. Ce challenge-là, pareil, il est limité dans le temps. C'est-à-dire qu'il y a une durée il y a une durée assez courte, généralement c'est de l'ordre de la minute. Ça veut dire aussi qu'il faut que votre téléphone et les serveurs des sites web aient la même notion de temps. C'est assez facile en 2017 avec les serveurs MTP, mais si jamais vous avez un téléphone qui n'est pas à l'heure, vous ne pourrez pas vous authentifier, puisque ça dérive le temps. Et puis, il y a le protocole U2F. Le protocole UDF, c'est un protocole qui a été porté par une alliance qui s'appelle la FIDO, qui réunit des grands noms comme Google et compagnie, j'ai plus les noms en tête, qui se sont dit, ok, c'est bien d'avoir le téléphone, mais il y a plein de problèmes, comme je vous en parlais, c'est pas la manière la plus sécurisée. Puis dans la tête des gens, le téléphone, c'est quand même pas un moyen d'authentification, c'est pas une clé, c'est pas quelque chose de sensible. Alors qu'une clé USB spécifique pour le chiffrement, où vous pouvez rien stocker dessus, tout de suite, ça parle un peu plus. C'est une sorte de clé. C'est la clé que vous utilisez pour rentrer chez vous. Alors, comment ça fonctionne ce protocole? D'abord, ce protocole, il se base sur un appareil qui possède une clé unique. Là, j'en ai une dans la poche. Là-dedans, il y a une clé privée unique. Il y a juste la clé privée là-dedans. Vous ne pouvez pas y accéder. Alors, j'ai pas tenté de le hacker, je suis pas très bon en hardware, mais théoriquement, c'est résistant aux attaques. C'est-à-dire que même si vous essayez de rentrer de manière électronique dedans, la clé, vous ne pouvez pas y accéder. Vous pouvez en avoir à partir de quelques euros sur Internet. Je crois que j'en ai vu à 4 $ sur Internet. Et puis après, si vous en prenez des paquets de 10 ou 20, vous avez tout de suite des réductions. Ça ne coûte pas grand-chose en 2017. Alors vous pouvez avoir des super versions à 60 € aussi, si vous le souhaitez. C'est disponible en USB. Mais le protocole, il ne se base pas que sur USB. Vous pouvez avoir, par exemple, sur les téléphones du NFC. Bah oui, vous avez déjà branché une clé USB sur un téléphone? Ça marche pas super bien. Donc vous pouvez avoir du NFC, du Bluetooth. En fait, le protocole, il est totalement indépendant du moyen de télécommunication. Et il est intégré sur pas mal de sites actuellement. Les plus grands noms sont GitHub, Google, OVH, on l'a aussi. Bref, vous avez quelques grands noms qui intègrent ça. Mais, non, j'avance un petit peu trop vite. Et donc, comment ça marche? Donc, le protocole est établi par la FIDO Alliance. C'est une norme qui n'est pas encore figée. C'est-à-dire que là, hier, je testais des choses. Entre les différents navigateurs, il y a différentes implémentations de normes. Il y a
Il n'y a pas encore une version totalement définitive. Mais c'est relativement stable, ça n'a pas beaucoup bougé depuis 2 ou 3 ans. Le principe, c'est que la clé privée, vous n'allez pas l'exposer au site web. Vous allez créer une paire de clés privées, clés publiques, par site web qui va vouloir s'authentifier. Un site web, en fait, c'est ce qu'on appelle un app ID. On va en reparler un petit peu après. C'est un identifiant unique par site web. Le conseil apporté à tout le monde est de dire utilisez votre nom de domaine comme app ID. Ça vous permet d'éviter le phishing, puisque les navigateurs vont vérifier. Mais si vous voulez, vous pouvez utiliser des URL un petit peu plus grandes pour pouvoir avoir plusieurs authentifications distinctes sur votre site web. Vous pouvez avoir plusieurs app ID par site web. Ça utilise tout le principe de chiffrement asymétrique. Alors je ne sais pas si tout le monde est à l'aise avec le chiffrement asymétrique et les notions de clé publique, clé privée. Est-ce que ça ne parle pas à quelqu'un? N'hésitez pas, il n'y a pas de honte. Hein. Non? Tout le monde est à l'aise? Parfait. Bon, je ne vais pas revenir dessus. Et il y a un dernier point qui est assez contraignant techniquement là pour la démo, c'est qu'il faut avoir un serveur HTTPS. Bon, le certificat ne peut ne pas être valide, mais il faut que ça soit du HTTPS. Pourquoi? Parce que vous allez échanger quand même des clés, vous allez faire du chiffrement. L'idée, c'est d'éviter le man in the middle. Si vous faites du HTTPS, théoriquement, vous êtes à peu près à l'aise là-dessus, sauf si vous avez une vieille version avec du SSL V3. Sur quel navigateur? Actuellement, il y a Chrome. Bah oui, je vous ai dit Google, hein, ils ont créé la norme, donc ils l'ont implémenté sur Chrome il y a déjà quelques années. Et il y a Firefox 57 et supérieur. Le Firefox 57, il est sorti il y a à peine quelques semaines, c'est le Firefox Quantum. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, il est beaucoup plus rapide, ils ont changé beaucoup de choses, et ils ont intégré l'authentification UDF. Par contre, elle n'est pas active par défaut. Je mettrai mes slides en ligne si vous voulez retrouver après. Il faut aller dans la configuration, taper about config dans la barre d'URL et chercher la clé security webauth F et la mettre à vrai. Si vous ne faites pas ça, l'authentification UDF ne fonctionnera pas. Si pour des raisons X ou Y, vous avez un vieux Firefox et que vous ne pouvez pas migrer, il y avait des extensions qui fonctionnaient jusqu'à la version 57. Bon, la version 57 a pété tout le système d'extension, donc elle ne marche plus depuis, mais on s'en fiche, on l'a maintenant nativement. Et je ferai la démo avec Firefox tout à l'heure, donc vous verrez que ça marche. Les autres navigateurs, pour le moment, n'intègrent pas UDF. Ça veut dire que vous ne pouvez pas rendre ça obligatoire à l'ensemble de vos utilisateurs, sauf à leur dire que vous utilisez seulement Chrome ou Firefox. J'ai perdu la souris. Hop. Alors, on passe à la partie un peu technique. La première partie, lorsque vous allez vouloir intégrer ça sur votre site web, c'est permettre à l'utilisateur d'enregistrer sa clé UDF. Parce que s'il ne l'a pas enregistré, il ne pourra pas s'authentifier avec après. Donc comment est-ce qu'on va faire pour l'enregistrer? Là, il faut qu'on fasse un petit peu de JavaScript dans le navigateur et un petit peu de back-end. La partie JavaScript, elle est relativement simple. Mais elle va dépendre d'abord de la génération de la clé. Alors là, c'est un schéma qui vient du site de Yubico, qui est l'un des gros fabricants de clés UDF. Comment est-ce qu'on fait pour générer des clés? Parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une clé par site web. La question qu'on peut se poser rapidement, c'est combien de sites web peut gérer cette clé USB? Alors vous avez une idée de la mémoire qu'il y a là-dedans? 4 Go? Non, il n'y a absolument aucune mémoire en fait disponible. Parce qu'en fait, il ne garde pas les clés. Et là, vous allez dire comment ça marche. C'est là où on arrive à ce super schéma. En fait, à chaque site web qui va arriver, le navigateur va envoyer l'app ID, donc l'URL de votre site web. À partir de ça, et d'un moteur de génération aléatoire, on va créer un couple de clés privées, clés publiques, qui correspond à ce site web. Donc là, vous avez une clé publique. Sauf que si vous revenez derrière avec le même site web, vous n'aurez pas le même nombre aléatoire, et donc vous ne pourrez pas recréer la même clé publique, clé privée. Sauf que ce qui va être fait, c'est que cet aléatoire-là, il va être renvoyé en même temps que la clé publique. Et c'est au site web derrière de conserver en mémoire l'aléa et la clé publique. Ce qui fait que la prochaine fois, quand vous allez vous authentifier, eh bien, la clé pourra recréer la clé privée, puisqu'elle reprendra le même aléa, et pourra générer, pourra chiffrer le challenge avec la clé publique, puisqu'elle aura généré clé privée, clé publique. Et en face, le serveur pourra vérifier que le challenge a bien été signé
par la clé privée. Vous m'avez tous suivi. Je peux la refaire, hein, c'est aller vite. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas suivi? Ok, on la refait doucement. La première fois que vous allez arriver ici, vous arrivez, vous n'avez pas de clé, c'est la première fois. La clé USB va générer votre paire de clés privées et clés publiques. Ce qui veut dire qu'à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir signer le challenge qui a été envoyé. Le challenge, c'est juste du code aléatoire. Hein. Le signer avec votre clé privée. Ce qui veut dire qu'en face, le serveur va pouvoir vérifier avec votre clé publique que c'est bien vous qui l'avez signé. C'est le principe du chiffrement asymétrique. Si vous avez signé avec votre clé privée, derrière, vous pouvez vérifier que la signature a bien été faite à partir de la clé publique et que c'est bien celui qui possède la clé privée qui a bien fait cette signature-là. Je ne sais pas si j'ai été clair. Ce qui fait que là, la première fois, ça fonctionne. Vous récupérez l'aléa qui a permis de générer la clé privée. Ce qui fait que la deuxième fois, au lieu de demander au moteur de génération aléatoire, vous allez envoyer la même chose et régénérer au sein de la clé la paire de clés privées, clés publiques. Et donc vous pourrez à nouveau signer. Et comme en face, il y a déjà la clé publique en mémoire, le challenge pourra être vérifié. Est-ce que c'est un peu plus clair? Si c'est toujours pas le cas, je peux réexpliquer après. Je peux prendre le temps. Donc ok, là on a une clé, on a une paire de clés, on peut signer le challenge, parfait. Oui. Juste avant, ça veut dire quand même que la clé contient une valeur qui va permettre d'être échangée après. J'ai pas compris la question. Là, ce mécanisme-là permet effectivement de garantir qu'après on va pouvoir communiquer de façon sécurisée. Oui. Mais à l'intérieur, il faut bien que la clé dit quelque chose qui permet de l'identifier. Alors, non, puisque là, il ne la stocke pas, la clé, en mémoire. Il est capable de la régénérer. L'aléa qui a été créé la première fois, il est renvoyé par le site web à chaque fois. Non, mais le problème, c'est que si on a plusieurs clés qui font exactement la même chose... Si tu as plusieurs clés qui font la même chose, tu n'as pas la même clé privée qui permet de générer des clés. Donc il y a bien une clé privée qui est enregistrée dedans. Il y a une seule clé privée qui est enregistrée dedans, oui, qui a été construite par le fabricant. C'est la clé privée. En fait, là, il manque quelque chose dans le schéma, c'est que ça se base sur l'aléa et sur la clé privée de la bête. Oui, c'est vrai que ça manque dans le schéma. Ah ben, en fait, il est là. C'est juste que je ne l'ai pas vu. Donc en fait, ça se base sur la clé privée de la bête et sur le moteur d'aléa. Donc il y en a une, oui, qui permet de retomber à chaque fois dessus. Ce qui fait qu'on ne peut pas générer la même paire de clés privées publiques sur deux clés USB différentes. Donc après, comment on le fait en JavaScript? Alors là, c'est du code. Du code dans PowerPoint, c'est jamais très joli. Pour ça, il y a une fonction qui s'appelle U2F Register. Elle permet d'enregistrer la clé. Alors qu'est-ce que ça va faire? Quand on va faire U2F Register, le navigateur va demander « Hey, coucou, est-ce que j'ai une clé sur un de mes ports USB ?» Et là, elle va se mettre à clignoter, vous ne le verrez pas tout à l'heure parce que je serai trop loin, il faut appuyer dessus. Et une fois qu'on a appuyé dessus, on récupère un callback avec des informations. Par contre, le navigateur, il a quand même besoin de quelques informations. Il a besoin de l'API-ID. C'est la première valeur. Il a juste besoin de l'API-ID, parce que sinon, on ne pourra pas générer la paire de clés juste derrière. Il a besoin aussi du challenge, ici. C'est le deuxième paramètre. Il a besoin de savoir, ok, quel challenge je vais signer, pour vérifier aussi derrière que la clé publique et l'aléa que vous allez recevoir, ce qu'on appelle le key handle dans la norme, ça c'est pour vérifier que derrière, c'est bien cette clé-là qui s'est enregistrée, et qu'il n'y a pas quelqu'un entre deux qui a fait du man in the middle. Il y a à chaque fois un challenge. Et puis derrière, vous avez aussi la version de la norme, qui est globalement U2F V2. Et vous avez un troisième paramètre, qui est l'ensemble des clés qui ont déjà été utilisées sur ce site web-là, à ce moment-là, juste pour pouvoir gérer, là, si j'ai bien compris, le fait d'avoir plusieurs clés sur votre ordinateur en même temps. Parce que si vous en avez déjà enregistré une, ça ne sert à rien de la réenregistrer, ça ne marchera pas. Et donc derrière, vous avez un callback lorsque la personne a appuyé, qui vous retourne un register response. On va voir juste après. Le register response, ça peut être soit les informations de la clé, donc la clé publique, le key handle,
soit une erreur. L'erreur la plus typique, c'est la personne n'a pas appuyé assez vite ou il n'y a pas de clé USB, il y a un timeout. Mais sinon, il y a plusieurs cas d'erreur, il y en a 5 précisément. La réponse, elle ressemble à quoi? Donc là, c'est pas très valide, mais la register response, elle retourne plusieurs informations. Elle retourne le client data. Le client data, c'est le challenge qui a été signé par la clé. C'est-à-dire le même challenge, mais qui a été signé par la clé privée, et qui donc va être vérifié par le serveur derrière. Vous avez un code d'erreur, si tout se passe bien, c'est 0. Sinon, c'est entre 1 et 5, voire un peu plus lorsqu'il y a des implémentations un peu bizarres. Et vous avez ensuite un binaire encodé en base 64. Alors le challenge et le binaire sont tous encodés en base 64. Et ce binaire contient 3 informations. La clé publique, l'ALEA, qu'on appelle le key handle, et un certificat. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est un moyen qui permet de certifier que c'est bien votre clé qui l'a généré. Et qu'il n'y a pas eu man in the middle entre deux ou d'appareil qui a tenté de générer la même chose. Et toujours la version du protocole utilisée. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, cette partie-là? Ok, donc ça, vous le récupérez dans votre navigateur. Maintenant, il faut l'envoyer au serveur derrière. Qu'est-ce qu'on va faire du côté serveur de tout ça? Le premier point, c'est de vérifier si le challenge est bon. Parce que si quelqu'un a fait du man in the middle et que le challenge n'est pas bon, il ne faut surtout pas enregistrer cette clé. Surtout pas, parce que ça veut dire que derrière, vous rendez la machine accessible au man in the middle. Il faut stocker la clé publique et l'ALEA. Vous allez en avoir besoin derrière. Si vous ne l'avez plus, vous n'êtes pas capable de régénérer la même clé publique, clé privée, et vous ne pourrez pas vérifier que l'authentification est bonne. Le stockage de clés, c'est pas juste une base de données avec toutes les clés. C'est une base de données où vous faites correspondre votre utilisateur à une ou plusieurs clés. C'est important aussi parce que si lorsque j'enregistre ma clé, je suis capable de m'authentifier avec tous les comptes à partir du moment où j'ai le mot de passe, on va avoir un problème. Et puis le dernier point, c'est que tout ça en fait on peut le faire avec des librairies qui existent déjà. J'ai adapté un peu une librairie de Yubico hier pour faire la démo, donc vous pouvez la retrouver sur mon GitHub. Il y a un fichier u2f.php qui se charge de tout ça, qui va se charger de récupérer le binaire, de découper les bonnes informations, de vérifier que le challenge est bon avec la librairie OpenSSL. Enfin, toute cette partie-là qui n'est pas la plus sympathique et qui touche à du binaire, elle existe déjà. Ok, on a notre clé d'enregistrer. C'est parfait. Maintenant, l'utilisateur il va vouloir se loguer. Comment on gère l'étape de double authentification en U2F avec le login? C'est l'étape suivante. Eh bien, c'est toujours du JavaScript dans une première étape, où on va dire, ok, je veux signer un challenge. Donc le serveur envoie un challenge, X ici, il envoie l'AppID, et dans le JavaScript on dit, ok, je t'envoie toutes ces informations-là, je t'envoie le key handle que j'avais par rapport à cet utilisateur. Pour remarquer qu'il peut y en avoir plusieurs. Key handle, ça dépend pour le coup si l'utilisateur a rentré plusieurs clés. Si l'utilisateur a 3 clés différentes pour le même compte, bah, vous aurez les 3 key handles. Et là, à ce moment-là, vous avez à nouveau votre clé qui clignote et qui attend d'appuyer dessus. Là, il y a plusieurs moyens. Le premier, la personne ne clique pas dessus, ça ne marche pas. Après, vous pouvez avoir des timeouts, des challenges qui ne sont pas bons, des key handles qui ne correspondent pas, des problèmes de version. Vous pouvez avoir tout ce genre de choses. Et vous allez recevoir, si jamais ça marche, ou ça ne marche pas, un callback avec un objet SingResponse, ou une erreur. Donc les erreurs, ça marche comme tout à l'heure, rien de bien nouveau. Par contre, le SingResponse, la structure est légèrement différente. Vous allez retrouver le challenge signé, comme tout à l'heure, la même chose, même nomenclature. Le key handle qui correspond au key handle utilisé dans la clé. Et la signature, où vous allez retrouver votre clé publique et le certificat. Ce qui fait que vous allez pouvoir matcher dans votre base de données la paire key handle, clé publique. Et vous allez savoir quelle clé a tenté de s'authentifier. Et vous allez donc pouvoir, juste derrière, sur le back-end, une fois que vous aurez vérifié le challenge, vérifier que ça correspond bien à l'utilisateur qui a tenté de s'authentifier. Et puis bah, là, c'est fini, votre utilisateur est connecté. C'était pas difficile. Non? Vous avez trouvé ça dur? Ça va, une fois que c'est codé, c'est facile. Bon, c'est le moment de la démo. C'est le moment où, normalement, tout casse.
Alors désolé, c'est un peu en mode camping, vous n'allez pas me voir pendant la démo. Mais c'est pas la partie la plus importante. Donc là, je viens de brancher ma clé. Vous allez voir la démo, c'est un site magnifique qui a 2 boutons, l'enregistrement et l'authentification. Vous voyez, je suis expert CSS. J'adore ça, j'adore le design. Pour faire fonctionner ça, je me base sur 2 fichiers. Donc ici, vous pouvez voir un serveur PHP standalone. Je ne sais pas si vous le savez tous, mais en fait, PHP, vous pouvez lancer un mini-serveur avec juste la commande PHP dans un dossier. Donc fait ici. Par contre, ce serveur, il est HTTP. Et il n'y a pas de gestion du HTTPS là-dedans, même avec des certificats auto-signés. Donc pour faire ça, j'utilise un petit outil qui s'appelle ngrok, qui tourne là, que je vais refaire tourner pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Et ngrok, en fait, c'est un proxy. C'est-à-dire qu'il va construire un tunnel jusqu'à votre machine, et il va vous fournir, une fois qu'il sera connecté, une adresse pour vous connecter en HTTPS dessus. Et lui, il va juste faire proxy et faire tourner votre code local sur la machine. Alors là, vous voyez le port de management, mais je vais demander le port de... C'est très pratique lorsqu'on veut tester du HTTPS. Donc je vais ouvrir cette nouvelle page. Hop. Voilà. S'il vous plaît, cassez pas le Wi-Fi, c'est pas le moment. Donc on va regarder un petit peu comment ça tourne. On va quand même montrer un peu les boutons. Donc ici, la première étape, c'est de register. Pour register, là, je vais faire un u2f.register. Si on va voir un petit peu le debugger sur cette page-là, on va le trouver une fois qu'on aura appuyé sur le Start Register. Hop. On appuie dessus, ça renvoie une page avec le Start Register. Là, j'ai ma clé qui clignote à côté. Hop. Et dans le code JavaScript, on trouve... Où est-ce qu'il s'est caché? Je ne le trouve pas dans le code JavaScript. C'est pas grave, on va faire ça. Donc là, ce que vous pouvez voir, c'est les arguments du register. Le premier argument, c'est le challenge. Ça, c'est le challenge qui m'a été envoyé par le serveur. C'est une bête génération aléatoire. Et vous avez la version UDF. À côté, vous avez les clés enregistrées. Tiens, une erreur. J'ai pas appuyé sur le bouton assez vite. Donc là, vous avez les clés enregistrées. J'en ai pas encore enregistré aujourd'hui. Donc, c'est un tableau vide. Et juste à côté, vous avez le... Ah, il faut pas que j'appuie. Vous avez le app ID, qui correspond en fait au domaine de mon site web. C'est un bon moyen de l'identifier. Là, on voit qu'il y a une erreur. Ouais, j'ai pas répondu assez vite. Et là, on regarde, le callback du register, on l'a ici. On a juste erreur code 1. Si on va voir dans la documentation de la norme, l'erreur code 1, ça correspond à du timeout. Vous avez 5 erreurs possibles, c'est assez facile de faire matcher l'ensemble. Donc on va retenter, à nouveau. Et je vais demander au premier rang de certifier que j'ai bien appuyé sur le bouton. J'ai l'impression de faire des tours de magie. Donc là, j'appuie sur Register. J'ai ma clé qui clignote. Je ne sais pas si vous voyez juste là. Hop. Et j'appuie dessus. Ah, il s'est passé plein de choses. Et en plus, il m'a dit que ça marche. Hop. L'objet qui nous intéresse, c'est celui-là. Alors ici, on retrouve plein de bases 64. Tout le monde connaît le base 64 ? On en a un peu parlé tout à l'heure. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne connaît pas le base 64 ? Ouais, il y a quelques mains. En fait, le base 64, c'est un moyen d'encoder le binaire en texte. C'est-à-dire que vous allez encoder le binaire sur une base de 64 caractères qui existe. Donc l'alphabet, c'est 26. Avec des minuscules, des majuscules et quelques caractères type le underscore, ce qui fait que ça peut passer dans à peu près toutes les plateformes. Si vous voulez transférer du binaire en faisant du copier-coller, c'est un super moyen, le base 64. Et en JavaScript, c'est juste utilisé tout le temps. Donc vous avez le client data, ça c'est le challenge signé. Il est vachement plus long que celui de tout à l'heure. Mais ça c'est du chiffrement. Vous avez le registration data, ça contient le key handle, le certificat et enfin la clé publique et le certificat. Et vous avez le U2F. Derrière, moi j'ai stocké, sur la base de l'exemple de Yubico, j'ai stocké la clé, génial. J'ai stocké la clé dans mon navigateur. Donc aussitôt il me dit hey, il y a une clé d'enregistrée. Je vais vous montrer ça.
de passe c'est bien, mais quand ils sont longs, hop, je disais les mots de passe c'est bien, mais quand ils sont longs c'est pas pratique. Donc ici vous avez ce qui est dans le local storage en mémoire sur le navigateur. Si on regarde un petit peu plus précisément ici, hop, en fait j'ai stocké ma clé là, et en fait je peux avoir plusieurs clés, et on retrouve dans le stockage le key handle, la clé publique et le certificat. Bon, le certificat c'est pas forcément obligatoire à garder, mais c'est quelque chose qui est envoyé. Je ne vous ai pas indiqué non plus, mais il y a un système de compteur qui permet d'éviter les gens qui font du rejet. C'est-à-dire que lorsque vous allez demander une clé, vous allez dire hey, mon compteur il est à 1, 2, 3, et derrière ça vous renvoie le même compteur plus 1. Ce qui permet de vérifier que la réponse que vous recevez correspond bien à la demande. Donc là on a bien la clé. Maintenant on peut s'authentifier. Attention, magie du direct, c'est le bouton à côté. Hop. Donc ici on va revenir sur la console parce qu'on va avoir des nouvelles choses. Hop. Donc l'authentification. Hop, hop, hop. Il se cache derrière la barre tout en bas. Ce qu'on va faire c'est qu'on va nettoyer tout ça. Hop. On retente. L'authentification. Non, le Wi-Fi ce n'est pas le moment de me lâcher. Voilà. Donc ici, alors vous avez le premier callback, c'était le timeout, parce que je ne me suis pas authentifié assez vite. Là, je ne l'ai pas indiqué, mais ce sont les paramètres qui sont rentrés dans le U2F Sign. On a ici la BID, le challenge, et en dessous, la key handle, qui va permettre derrière à la clé de pouvoir régénérer la même clé publique, clé privée. Bon, jusque-là, pas de surprise. Je vais appuyer sur le bouton, hop, premier rang, vous avez certifié. Ça va? J'ai bien appuyé sur le bouton, je ne mens pas. Et donc là, vous pouvez voir, alors là il a répondu en double, je dois avoir 2 console log, que je suis bien authentifié, et là vous avez la réponse. Le key handle, la clé publique, non, la réponse elle est là, ça c'est ce qu'on a en mémoire. Donc vous avez le client data, qui est le challenge chiffré, la key handle et la signature data, qui contient la clé publique. Et là, je peux vérifier ça derrière. J'ai le serveur qui a vérifié le challenge et qui m'a dit « Hey, c'est bon !» Comment ça marche dans le code? Alors tout le code est sur GitHub, hein, si vous voulez regarder un petit peu. Donc sur mon code, j'ai 2 fichiers. J'ai un index.php, très basique, basé sur celui de Yubico, donc je vais laisser la licence, qui va faire plusieurs étapes. La première, c'est d'entamer l'enregistrement. Dans ce cas-là, il va créer un challenge, ici, et il va le retourner. Il va l'envoyer pour faire le U2F register. Une fois que le U2F register est bon, il va passer à l'étape do register, qui là, on va regarder un peu dans les détails, mais va vérifier le challenge et va vérifier la clé publique. L'étape suivante, c'est quoi? Là, on a enregistré notre clé, génial, c'est cool. Puis là, on enregistre la clé avec le add registration. L'étape suivante, c'est de démarrer l'authentification. Pour la démarrer, je prends les clés qui sont déjà enregistrées, et puis je récupère le challenge. J'envoie tout ça dans le U2F Sign, ici, avec la BID, le challenge et les clés enregistrées. Et puis j'attends le callback, et je passe à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est do authenticate. C'est le serveur qui va aller à nouveau vérifier que le challenge est bon. Donc là, on a 2 étapes à regarder sur la partie back-end. Comment il vérifie le challenge pour l'enregistrement et comment il vérifie le challenge pour l'authentification. Donc toute cette intelligence-là, elle se fait dans un fichier qui s'appelle u2f.php. Ce fichier-là, en gros, il a 4 fonctions majeures. Donc là, vous avez un peu d'informations, vous avez des clés, il vérifie que le OpenSSL est bien dans une version supérieure à 1.0. Il récupère un peu de configuration. La première, c'est la création du challenge pour enregistrer une clé. La deuxième, c'est enregistrer la clé. Donc là, il vérifie qu'il a bien la requête, qu'il a bien le challenge. Il va récupérer à partir des registration data la requête. Il récupère aussi à partir du client data le challenge. Il vérifie que ça match. Parfait, ça match. Si ça ne matche pas, ça retourne une erreur.
Et ensuite, il fait le décodage du binaire. Vous voyez ici, c'est magique. C'est le genre de code PHP qu'on aime lire tous les matins au petit déjeuner. Hop, jusque là, là. Et il vérifie que c'est une clé valide, que tout correspond bien, que le certificat correspond à la clé pour éviter le man in the middle. Et à la fin, il vérifie que la signature qu'on a reçue correspond bien aux données chiffrées par cette même clé. Si c'est bon, c'est cool. Si c'est pas bon, on retourne une erreur. En soi, c'est pas un code ultra compliqué, c'est une vingtaine de lignes. C'est juste qu'il faut manger du chiffrement régulièrement et de la lecture de binaire en PHP. Je ne suis pas à l'origine de ce code-là, hein. C'est le genre de choses qu'on aime bien faire à tête reposée ou reprendre en open source. Et moi, j'aime bien le reprendre en open source. Le Authentication Data, c'est à peu près la même chose. Ça crée un challenge et ça prend les clés et ça retourne tout ça. Et en fait, l'authentification, c'est exactement la même chose. On récupère les différentes clés, on regarde les key handles qui matchent, on prend la bonne key handle qui correspond à celle qu'on a reçue par rapport à ce qu'on avait en mémoire. Hop. Et à partir de ça, on vérifie la clé, on vérifie la signature, juste là avec le OpenSSL Verify, et si tout ça est bon, on augmente un petit peu le compteur pour les soucis de rejeu, et c'est parfait. Et si le compteur n'est pas bon, on dit « Eh, dis donc, il y a eu un truc très bizarre avec le compteur ». Voilà pour la démo. Bien sûr, ça, je ne l'ai pas inventé. Je n'ai pas découvert tout dans le code et je ne suis pas un expert du chiffrement. Si vous avez des questions très poussées sur le chiffrement en bas niveau, c'est pas moi qui vais pouvoir répondre à ça. Je me suis basé sur pas mal de documentation. Beaucoup de choses chez Yubico sur le protocole. Quelques articles, là il y en a un très intéressant sur comment ça fonctionne au niveau des clés. Et puis sur la norme, tout bêtement, sur la norme en tant que telle qu'elle est définie actuellement. Et puis pour le code, je me suis beaucoup basé sur la démo de Yubico, mais aussi pour que ça fonctionne dans Firefox 57 qui n'intègre que la dernière version de la norme, alors que la démo qui est fournie en termes de code est sur la version d'avant. Je me suis basé un petit peu sur les feedbacks sur GitHub avec des personnes qui ont déjà joué avec tout ça. Comme quoi, je ne suis pas un expert, je me suis aussi beaucoup basé et j'ai fait beaucoup de recherches pour voir comment ça marche. Tout ce code-là, qui a fait fonctionner la démo, vous pouvez le retrouver sur mon GitHub sans aucun souci. C'est libre de droit et si vous voulez l'utiliser, s'il vous plaît, rajoutez du CSS parce que là c'est moche. Merci beaucoup de votre attention. Est-ce que vous avez des questions? Oui? Attendez, je vais aller chercher le micro pour que les gens sur la vidéo puissent entendre. Bonjour, est-ce que le système permet de détecter le retrait de la clé de l'ordinateur? Alors en fait, il ne détecte pas le fait que ça soit mis ou le retrait. Ça ne s'active qu'au moment où on appuie dessus. C'est-à-dire que vous pouvez avoir la clé sur l'ordinateur, ça ne marchera pas tant que vous n'avez pas appuyé dessus. C'est-à-dire qu'il faut vraiment faire une action au moment où vous voulez vous authentifier. Ça évite aussi qu'il y ait un site qui à un moment tente de pomper votre clé pour essayer de savoir quel utilisateur vous êtes. Parce que ça pourrait être un vrai problème de vie privée ça en fait. Si vous avez une clé connectée en permanence, vous arrivez sur un site, il prend la clé discrètement, sans votre autorisation, et il a un moyen très unique de vous reconnaître. Bien mieux que tous les moyens de ciblage actuels. Donc non, en fait, il ne détecte pas le retrait ou la mise en place de la clé, il va détecter que le moment où vous appuyez dessus. La clé, on ne voit rien d'autre, en dehors de ça. Donc il n'y a pas possibilité d'imaginer un logout automatique dès qu'on retire la clé et qu'on se barre de l'ordinateur? Pas sur le protocole UDF tel qu'il est fait. Il y a des clés un petit peu avant qui fonctionnaient là-dessus. Je crois que l'authentification Linux, là j'ai parlé que de site web, l'authentification Linux, il y a des modules pour PAM, pour utiliser des clés de type UDF, qui doivent faire le challenge de manière régulière, mais je dois avouer que je ne sais pas du tout comment ça marche. Mais il y a des clés qui font ça, ça existe aussi. Oui, on va faire passer le micro. Au niveau des algorithmes de chiffrement, c'est choisi, enfin je veux dire c'est hardcodé dans la clé ou c'est choisi comme avec HTTPS en lien, enfin le navigateur? En fait c'est choisi dans la norme. D'accord. C'est-à-dire que là le challenge c'est du SHA-256 à ce que j'ai vu.
Je vais pas creuser ces parties-là, mais c'est vraiment que de la signature. Ça pourrait être du SHA-1, mais il y a des risques de collision. Là, c'est du SHA-256. Je pense qu'on est tranquille pour un petit peu de temps. Après... Et au niveau de la génération des clés, vous avez regardé ou... Alors au niveau de la génération des clés, il y a des choses assez drôles. C'est de la génération hardware, donc c'est assez difficile de savoir comment ça marche. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a déjà eu des CVE, il y en a eu une au mois d'octobre là, sur certains types de clés qui avaient un problème d'aléa, et dont la génération aléatoire n'était pas si aléatoire que ça, et on pouvait prédire les clés. Donc il faut faire aussi attention aux clés qu'on choisit. Si on prend une clé à 4 $, c'est très bien pour jouer et pour des sites pas très importants. Si demain il faut gérer son infrastructure, avoir un vrai matériel avec du vrai aléa, c'est peut-être tout de suite un petit peu plus sécure. Du coup, ça dépend du constructeur, cette problématique-là, principalement alors ça dépend du choix du constructeur, et souvent ils intègrent des chips déjà faites. Ouais. Donc ça, c'est des problèmes de couche, ça dépend du constructeur en dessous. Et c'est compliqué avant coup de savoir quel est avant les CVE, de savoir quelles sont les failles qui existent. Là, on connaît les failles sur une puce, il y en a peut-être plein d'autres. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, on peut faire passer le micro. Merci. Je voulais savoir si le AppID était déterminé par le domaine et si les clés pouvaient être partagées du coup avec les sous-domaines. Alors, le AppID, c'est le développeur qui le détermine. C'est-à-dire que si j'ai envie, je peux mettre un AppID différent, je peux mettre un AppID avec une URL plus longue. C'est juste une chaîne de caractères. Ce qui fait que je peux avoir plusieurs AppID et donc plusieurs domaines d'authentification si je le souhaitais, par exemple. Je pourrais dire, cette clé-là, elle est valide pour l'espace d'administration, mais pas pour le reste. Ou inversement. Il y a une vérification au niveau de la norme entre le navigateur et la clé. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas vérifier que l'AppID correspond au site web, ils vont vérifier pour éviter le phishing ce qu'on appelle l'origine. C'est vraiment l'URL du site web qui doit être unique. Donc je n'ai pas testé avec les sous-domaines, mais peut-être que ça peut embêter pour le partage. Normalement l'origine ça embête pas souvent sur les sous-domaines, mais à vérifier. Est-ce qu'il y a une autre question? Je ne sais pas combien de temps il nous reste. Il nous reste une petite dizaine de minutes, donc si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter. Non? Oui? Bonjour, merci. Petite question d'ordre pratique. Si je perds ma clé USB, parce que moi je fais partie des personnes qui perdent souvent les clés USB, du coup potentiellement une personne pourrait récupérer cette clé-là et l'utiliser pour... Totalement, comme la carte bleue en fait. Par contre, la clé, si tu fais bien ton boulot de développeur back-end, elle n'est liée qu'à un seul compte. Il faut aussi connaître le mot de passe. On se retrouve exactement dans le même cas qu'une carte bancaire. Par contre, si tu as la clé et le mot de passe, là c'est fini. Et du coup, côté site, par exemple, moi je perds ma clé USB, il y a possibilité, côté du client, enfin je sais pas, par exemple pour Google, on peut juste regarder, est-ce qu'ils ont déjà implémenté le fait de pouvoir supprimer une clé Alors, côté site, oui. Généralement, tu peux ajouter autant de clés que tu veux, tu peux les supprimer après coup. Il y a aussi souvent des procédures sur Google et compagnie où quand tu rajoutes une clé comme ça, il te dit « Ok, prévois un moyen de secours si jamais tu perds ta clé. » Un mot de passe, une série... chez OVH, par exemple, on fournit une série de 10 codes qui sont à usage unique, à conserver dans un coin. Si jamais on perd ça, il faut aller chercher le code. Il faut le noter quelque part, un endroit où on accède très rarement, et puis au cas où on peut réaccéder au compte et supprimer la clé. Mais ça c'est vraiment les procédures type je perds ma carte bleue. Il faut que le site le prévoie en amont, et puis quand on se connecte, il faut essayer de regarder aussi quelles sont les procédures du site, parce que ça arrive très rapidement, même sans perdre la clé, de l'avoir oublié et d'avoir besoin de se connecter au site alors qu'on est au travail et qu'on a oublié la clé à la maison, ou inversement, on peut être tout de suite embêté. D'accord. Par contre, si j'ai bien suivi aussi, on peut utiliser une clé, plusieurs sites en fait. Oui. Juste que les certifications différentes. C'est ça, c'est le principe. En fait, tu utilises une clé, c'est juste que ta clé, elle va te générer une paire de clés privées et publiques pour chaque site. Ce qui fait que tu ne peux pas avoir non plus un site qui tente de récupérer la clé pour s'authentifier à un deuxième site. Si jamais tu mettais le même mot de passe mal que tout. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Eh bien, merci beaucoup.